Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint des rédactions du JDD, qui regarde farouchement son jeune subordonné Jules Torres. Bonsoir journaliste politique au JDD. Nous sommes avec Luc Julia. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez conçu il y a une quinzaine d'années l'assistant vocal Siri, qui occupe désormais la place de notre iPhone préféré. Vous êtes auteur de IA générative, pas créative, l'intelligence artificielle n'existe toujours pas aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui a été paru aux éditions du Cherche Midi en mai dernier. Le 18 juin, à la Commission des affaires économiques du Sénat, moi-même, m'a fait beaucoup rire et à la fois beaucoup intéressé lorsque vous avez pris l'exemple de Victor Hugo. Vous avez pris l'exemple d'une dissertation donnée à des jeunes étudiants. Et ces jeunes étudiants se sont dit qu'après tout, ChatGPT ferait la dissertation beaucoup mieux qu'eux. Et face à eux, il y aurait un professeur potentiel qui pourrait lui-même utiliser ChatGPT pour corriger les copies. Simplement que dans la vraie vie, ça se passe pas tout à fait comme ça, Luc Julien. Non, on se rend pas compte que en fait, ChatGPT ou les IA génératives, comme on les appelle, ne sont pas exactement pertinentes. C'est-à-dire qu'elles font pas mal d'erreurs. 5 erreurs en moyenne. Sur 2 pages, oui. Donc, mais ça dépend du c'est nombre ça, de si on a pages. 40. Voilà, exactement. Donc, en fait, en pourcentage, si vous voulez, c'est quand même beaucoup d'erreurs. C'est compliqué à calculer parce qu'une IA générative est là pour vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle va toujours vous répondre, quelle que soit la question que vous posez, et en fonction de la façon dont vous la posez, elle va vous répondre de la façon dont vous avez envie qu'elle vous réponde. C'est donc, miroir au bon miroir. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est difficile de calculer la pertinence, parce que ça a l'air toujours pertinent pour vous, parce que c'est ce que vous avez demandé qu'elle vous dit. Donc, c'est bon. Donc ça veut dire que c'est commercial avant tout. C'est-à-dire qu'on achète un joujou, on attend de lui qu'il soit sympa. Enfin là, en l'occurrence, vous l'achetez même pas parce qu'il est gratuit. C'est d'ailleurs un des problèmes d'OpenAI, c'est qu'ils font pas d'argent avec et ils en perdent beaucoup puisqu'ils perdent 7 milliards cette année, 14 milliards l'année prochaine, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Ça veut dire que ça va devenir payant. Bah oui, donc je vous confirme, ça va devenir payant à un moment donné. Mais ça donc l'est déjà pour partie, non? En fait, oui, mais les abonnements sont en fait pas au niveau de ce qu'ils devraient être, parce qu'ils devraient être beaucoup plus chers que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est pour vous attirer aujourd'hui, pour vous faire utiliser le machin. Et une fois que vous l'avez bien utilisé, que vous êtes accroché, Pour être dépendant. vous êtes dépendant à ce moment-là, vous feront payer beaucoup plus. Sauf si vous apercevez qu'effectivement, il vous dit quand même pas mal de bêtises. Alors Luc Julia, reprenez quand même, parce que nous ne sommes pas dans une commission d'enquête, mais on est à peu près, les derniers chiffres d'audience, 360 000 auditeurs à vous écouter ce soir dans Europe 1 Soir. Refaites-moi, j'allais dire, le sketch de la commission d'enquête parlementaire et d'affaires économiques au Sénat, avec cette dissertation. Prenons l'exemple d'une dissertation. D'accord. Donc l'exemple, en fait, il est simple, c'est pour rassurer les profs, en quelque sorte, qui ont très peur. Il y a plusieurs corporations qui ont très peur de ces IA génératives, les journalistes, les profs, et puis d'autres. Mais enfin, les profs, en l'occurrence, ils ont vraiment très peur parce qu'ils se disent, les gamins, ils vont tous utiliser ChatGPT et puis ils vont me faire croire que ça marche. Et donc, moi, je vais pas pouvoir vraiment servir à quelque chose, en quelque sorte. Mais donc, ce que je recommande aux profs, c'est de faire l'exercice suivant, qui est de dire aux gamins, écoutez, ce soir ou aujourd'hui, on va utiliser l'IA générative. Et là, les gamins sont tout excités. Ouais, super, madame, on va utiliser l'IA générative, c'est génial. Et là, la prof dit, soyez pas trop excités parce que ça va pas se passer exactement comme vous croyez. Bon, bref, elle dit, alors on va commencer par faire un truc, on va écrire le prompt. Parce que ce fameux prompt qui est la chose qui vous permet d'interroger cette IA générative. Et donc, quand on écrit un prompt, déjà, faut pas faire trop de fautes d'orthographe. Donc, c'est déjà un exercice intéressant. Parce que si vous écrivez un prompt en SMS, ça va pas le faire. Ou en TikTok. Ou en TikTok, ça va pas le faire non plus. Donc, il faut mettre toutes les lettres, il faut mettre tous les mots correctement et tout ça. Bon, bref. Donc, on fait... On passe déjà 2 heures à faire le prompt. Voilà, on fait déjà 2 heures pour faire le prompt d'une ligne même. Ouais. Et donc, là, en l'occurrence, on veut que l'IA générative nous donne la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Donc, le prompt... Donne-moi la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Donne D-O 2-N-E. Bon, bref. Merci donc, de le souligner, Julia. On sait jamais. Et donc voilà, on écrit le prompt et effectivement, ChatGPT, en 5 secondes, vous donne la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Enfin, je dirais plutôt, vous donne une biographie de Victor Hugo en 2 pages. Parce que là, les gamins, ils disent, ça y est, madame, on a fini, on s'en va. Et ils commencent à se lever et ils se cassent. Mais là, vous dites, non, c'est là que ça commence, les gars. On va faire un truc incroyable, on va relire.
Alors déjà, on va relire tous les mots. Bah ouais, on va relire tous les mots. Ouais. 2 pages. Ouais, 2 pages. Donc, on commence, machin. Là, tu prends la première phrase. Victor Hugo est né le 18 mars 1802 à Besançon. Blablabla. Et là, la prof. Alors, il y a un secret. Hein, il faut que la prof soit la sachante. Oui. Parce que si elle connaît pas la vie de Victor Hugo, ça va être compliqué. C'est quand même. fichu. Ouais. Donc il vaut mieux qu'elle connaisse un peu la vie de Victor Hugo. Et donc elle dit non, attends là, pas de bol, il est né en février 1802 et pas en mars 1802. Ah bon, Ouais. ça commence mal. Ouais. Et donc on lit toutes les 2 pages et à la fin il y a eu effectivement 5 ou 6 erreurs en fonction, c'est des statistiques donc ça dépend, sur ces 2 pages. Et là ça fait 2 effets en fait ce genre d'exercice, il faut le répéter plusieurs fois quand même hein, pour que ça marche. Ça remet un peu sur le piédestal la prof, si tant est encore une fois qu'ils connaissent bien la vie de Victor Hugo, parce qu'elle devient vraiment la sachante, mais surtout ça fait douter les gamins. Parce qu'ils se disent finalement cet outil n'est pas tellement fiable et ça va se voir au bout d'un moment. Et ils se disent aussi, ils sont un peu aidés par la prof, ils se disent il va falloir que j'exerce mon esprit critique. Enfin ça ils l'ont pas dit tout seul. Hein. Il va falloir que j'aille chercher d'autres sources. Il va falloir que je compare avec peut-être Wikipédia que j'utilisais avant il y a longtemps, ou peut-être même que j'aille voir dans un dictionnaire pour voir les trucs avec des pages, là, le truc compliqué. Donc voilà, en fait ça permet de douter et d'amener cet outil quoi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les intelligences artificielles, au fur et à mesure, s'améliorent et donc que ces erreurs que vous relevez soient progressivement gommées? Ouais, ça serait chouette. Hein. Et c'est exactement le contraire. Et donc, comment ça, pourquoi? C'est exactement le contraire, parce qu'en fait, là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces IA, elles ont mangé tout Internet. D'accord? Donc, il n'y a plus de data. Sauf qu'il y a des datas tous les jours. Il y a des données tous les jours qui sont créées. Et les données qui sont créées, malheureusement, elles sont créées non seulement par nous, mais aussi par les IA elles-mêmes. Et comme les IA font beaucoup d'erreurs, elles réinjectent des erreurs dans ces modèles, puisque ça s'appelle des modèles statistiques. Et donc, du coup, il y a des chiffres qui circulent, enfin qu'on peut calculer finalement. La pertinence d'une IA en avril 2023, c'était à peu près 64%. C'est-à-dire que ça faisait 36% d'erreurs quand même. La pertinence... Il y a considérablement augmenté, s'est amélioré en à peine 1 an et demi. Absolument pas. Donc justement, 2 ans plus tard... Faut arrêter de ChatGPT. Je vais aller sur DeepSeek. C'est ce que vous a dit. Écoute, monsieur Julien. C'est ce que vous a dit DeepSeek. C'est le boss qui parle. Mais donc, 2 ans plus tard, en fait, ça a perdu 2 points. Donc on est à 62% de pertinence. Mais attention, parce que ce que vous dites, c'est pas totalement faux. Dans le sens où on peut faire des IA qui sont beaucoup plus pertinentes. Mais la façon dont on fait, c'est pas en faisant des IA qui sont générales, génériques, comme ChatGPT, mais on va spécialiser les IA. Et plus on va les spécialiser, effectivement, plus elles vont être pertinentes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à des IA qui sont 95, 97, 99% pertinentes, mais elles sont hyper spécialisées. Et l'IA, vous parliez du taux d'erreur, vous parliez de Victor Hugo, mais j'imagine que ce degré d'erreur et ce taux d'erreur baissent selon qu'on guide l'IA d'une certaine manière. Il y a l'élève un peu benet qui pense qu'il va réussir la biographie de Victor Hugo en 2 pages et qui dit juste fais-moi une biographie de 2 pages de Victor Hugo, et il y a l'élève un petit peu plus malin qui va orienter, qui va coupler avec Wikipédia ou avec des livres et qui là pour le coup va arriver sur un travail qui s'approche de la perfection. Tout à fait. Alors, la perfection est toujours compliquée en statistique, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous avez aussi raison, c'est-à-dire que ces IA, elles ont une particularité, c'est que vous établissez un dialogue avec elles. Et donc la façon dont vous établissez le dialogue, vous allez pouvoir effectivement raffiner votre requête, et en raffinant la requête, vous allez effectivement vous rapprocher potentiellement de la vérité, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent, qui trouvent que ChatGPT c'est une sorte de trésor et qui va totalement révolutionner la façon dont ils vont, comment dirais-je, fonctionner dans la vie d'une manière générale? Moi, l'autre jour, je suis tombé sur je sais plus quel réseau social où je devais effectivement écrire un post et j'ai découvert avec stupéfaction que en lettres grises, il y avait écrit réécrire ce post grâce à l'IA. J'ai envie de dire, non merci en fait, ça se passe plutôt bien. Alors, je me suis moi-même dit, ok boomer. Je suis Pierre de Villeneuve quand même. Non mais
Je trouve ça assez étonnant. Alors, est-ce qu'on devrait, de manière un peu dictatoriale, enlever tous ces messages-là, selon vous? Est-ce que il devrait y avoir moins d'accès là-dedans? Est-ce que ça permettrait aussi aux concepteurs de l'IA de s'organiser pour, comme on le disait avec Raphaël Steinville, gagner de l'argent et faire un business model pour pouvoir construire tout ça, le temps de se donner un petit peu de lest pour améliorer ces technologies, tout simplement. Alors, bon, il y a beaucoup de questions dans ce que oui, vous c'est ma avez dit spécialité, ici. je suis désolé. Mais la réalité, c'est que il faut dire la vérité de toute façon. Donc ça veut dire qu'il faut surtout pas dire aux gamins ou aux gens en général, n'utilisez pas ces IA. Il faut au contraire leur faire utiliser les IA pour comprendre justement les erreurs potentielles qu'elles peuvent faire. Donc, par exemple, Sciences Po, il y a 2 ans, avait dit on va pas utiliser les IA. C'est stupide. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont les utiliser. C'est comme si, en 2000, et ça était arrivé aussi, on avait dit on va pas utiliser Internet. D'accord ? Donc, on va les utiliser, mais donc on va les utiliser de manière, et donc quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut dire à ces gamins-là, il faut dire, doutez. Utilisez-les et comparez avec autre chose. Ne prenez pas ça pour acquis. Voilà, exactement. Et ce doute, en fait, vous savez, c'est ça, il y a toujours quelque part un truc qui brille, et le truc qui brille, on lui fait confiance. A priori, c'est comme ça. Mais des fois, on déconstruit le truc qui brille, et puis on se rend compte que le truc qui brille, il nous mentait. Et ça arrive, ça entend. Mais ce débat-là, on l'a finalement depuis 30 ans. Vous l'avez dit, début des années 2000, l'arrivée d'Internet, les professeurs qui vous disent attention, Internet n'est pas d'une fiabilité folle. Moi, je suis plutôt des années 2010 et l'école, on m'apprenait à ne pas utiliser que Wikipédia. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, mais finalement, c'est un vieux débat de 30 ou 40 ans auquel on n'a toujours pas la réponse. Et en réalité, la réponse, c'est l'intelligence des gens et l'intelligence des professeurs et de l'éducation. La réalité, pas forcément seulement des professeurs, mais les gens aussi qui s'éduquent tout au long de leur vie, parce que aussi en entreprise, il faut expliquer qu'il faut pas forcément utiliser une IA dans l'entreprise. Donc cette éducation doit arriver tout le temps, en fait, en permanence. Mais c'est vrai que c'est de l'éducation. Il faut juste expliquer aux gens ce que c'est pas. Est-ce que l'IA a des biais politique? Est-ce qu'elle est... Évidemment, l'IA est biaisée de toute façon. Donc, vous savez, quand on utilise ces IA, on utilise énormément de données, comme je disais tout à l'heure. Donc, globalement, elle a avalé tout Internet aujourd'hui, donc elle a les biais d'Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est quoi? C'est 70% américain. D'accord? C'est comme ça, c'est 70% d'anglais sur Internet. Et donc, du coup, aujourd'hui, les IA ont des biais de la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire qu'elles vont vous répondre comme un bon petit écolier américain. Si vous lui posez une question comme par exemple dis-moi qui a inventé l'aviation, l'IA va vous répondre, les IA en général vont vous répondre statistiquement, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est les frères Wright en 1903. Ah oui. Et nous, évidemment, sur cette table, on est des bons petits Français, et donc on sait très bien que c'est Clément Ader en 1890, 13 ans avant. Mais l'IA ne répondra pas à Clément Ader, parce que l'IA est biaisée, elle est biaisée américaine. Et est-ce que quand on utilise, par exemple, je crois que c'est Grok, Mistral, Grok, oui, non mais ça c'est l'exemple, j'allais dire tarte à la crème. Ouais. Est-ce que c'est Elon Musk qui répond à... Oui, alors il y a une dérive en ce moment de Grok, d'ailleurs. Donc en ce moment, Grok... Il y a une dérive en ce moment de Grok, une dérive droitière, si je puis dire. Bien droitière. Terrible ce que vous dites, Torres. Très très droitière, oui. Donc oui, évidemment, mais c'est un Grok qui est basé sur un autre type de base de données. Là, elle est basée sur une base de données qui est très très fiable et qui s'appelle Twitter. Ouais. Twitter étant avec son lot de complotistes qui vont bien, effectivement, Grok répond comme un bon petit complotiste. Est-ce que certains métiers sont menacés par les IA? C'est-à-dire que on a compris que certaines IA sont extrêmement spécialisées. Est-ce que ces IA extrêmement fortes et donc génératives peuvent remplacer des métiers? Est-ce qu'il faut avoir peur finalement des IA? Non. C'est une réponse. C'est la réponse. Ouais. Non, mais je vais étendre un tout petit peu la réponse. Donc, la réalité, c'est que ça va remplacer des tâches, ça va modifier des tâches. Pour modifier toutes les tâches d'un métier, c'est très très compliqué. D'accord? Dans un métier, il y a énormément de tâches, il y a des tâches différentes et tout ça. Et on a vu depuis la nuit des temps, en fait, à chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, à chaque fois qu'il y a quelque chose, des tâches à l'intérieur d'un métier sont remplacées. Pour remplacer toutes les tâches d'un métier, pour donc avoir un métier qui disparaît complètement, c'est très très rare. D'accord, ça arrive de temps en temps, quand il y a des grosses transformations, mais c'est très très rare. Et pour ça, vous pouvez lire un philosophe Schumpeter, qui avait théorisé ce qui s'était passé avec la
première révolution industrielle dans les années 1800 quelque chose, et il avait expliqué très bien que, en fait, il n'y avait pas eu vraiment de métier qui avait disparu, il n'y avait pas eu vraiment de chômage qui était créé. On parlait de révolution créatrice, mais est-ce que c'est encore le cas avec les nouvelles technologies ? Tout à fait, c'est toujours le cas. Donc aujourd'hui, vous avez... C'est très très compliqué, encore une fois, d'expliquer que ces IA génératives vont vous faire gagner du temps. D'accord ? La réalité, c'est qu'elles vous font gagner de la qualité. Ce qui est très bien, c'est une sorte de productivité aussi. C'est une façon de gagner du temps. C'est une façon de gagner du temps. Mais c'est, en fait, parce que ça va pas revenir, parce que comme le produit est meilleur, il va pas revenir dans la boucle, vous n'allez pas avoir à le refaire. Mais bon, la réalité, c'est que c'est ce productivisme qu'on avait peut-être un peu rêvé, en fait, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Merci beaucoup Luc Julia d'avoir été avec nous. IA générative, pas créative, l'intelligence artificielle n'existe toujours pas. C'est aux éditions du Cherche Midi. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et on revient avec Julia, avec Raphaël. À tout de suite.